Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Voici notre 7e rencontre autour du thème de l'éducation, passerelle vers le futur. Et lors des 4 dernières rencontres, nous avons particulièrement insisté sur le développement de la sensibilité. Vous avez pu voir, parce que c'est un enseignement un petit peu particulier qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, combien le développement de la sensibilité, quand on voit le développement des sens à travers les différents plans, physiques, émotionnels, mentaux et les plans supérieurs de l'âme, combien rien que ça pourrait être un enseignement d'évolution vraiment complet. Si on s'applique vraiment à appliquer l'évolution de ces sens, c'est absolument fabuleux, toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir rien que dans cet enseignement-là. Et puis nous avons terminé la fois dernière justement ce travail sur les sens avec la vue. Le sens de la vue qui était présenté une synthèse, qui était relié justement à une synthèse et qui nous permettait d'aborder tout de suite aussi le monde de la compréhension, le monde du mental. Et c'est ce qui nous amène tout à fait naturellement maintenant à aborder le 6e sens, le plan mental. Le 6e sens, le mental. Pour beaucoup, c'est un petit peu une bizarrerie. Il ne faut pas croire que le fait de dire que le mental c'est un sens, c'est pas quelque chose qui est accepté par tout le monde. Loin de là. Ça fait partie justement de certains enseignements ésotériques qui viennent d'Orient et qui nous montrent une façon tout à fait différente de voir les choses. Et pourtant, c'est d'une grande importance qu'on va le voir au fur et à mesure ce soir, d'arriver à considérer le mental non pas comme quelque chose qui émane du cerveau, ce qui est généralement ce qui met à peu près d'accord tous les scientifiques, ou quelque chose qui est au contraire une fonction sensorielle. On l'appelle même le sens commun. Le sens commun. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un sens? Tout simplement parce qu'il va répondre exactement à la même définition que nous avons eue pour les autres sens. On a vu que pour les 5 sens, on définissait un sens comme une fonction qui perçoit des vibrations et qui les transforme en informations, quel que soit le sens. Le mental va faire exactement de la même manière. Il va percevoir des vibrations et les transformer en informations que nous allons appeler des idées et des pensées. Ça, c'est juste avant qu'on voit un petit peu plus la signification de ces mots. Donc voilà pourquoi on peut dire que ça fonctionne exactement comme les 5 sens et que c'est aussi donc quelque chose qui peut être pris de cette manière-là. En plus, on pourrait dire que c'est un sens commun parce que tout va transiter par là. Comme on va le voir, toutes les informations, qu'elles viennent du haut, qu'elles viennent du bas, qu'elles viennent des 5 autres sens, etc., tout va transiter par le mental. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on l'appelle le sens commun. C'est vraiment un véritable médiateur, comme l'indique le titre de ce soir. C'est le médiateur entre les mondes spirituels et les mondes matériels. C'est le médiateur entre les humains. C'est le médiateur entre toutes les pensées de tout le monde. Donc on peut vraiment dire que c'est quelque chose qui a une très grande importance et qui a un pouvoir créateur. Car effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est le plus important dans le mental, c'est son pouvoir de créativité. C'est ce qui en fait le sens fondamental donc pour l'être humain, un véritable sens de synthèse. Naturellement, comme les 5 autres sens que nous avons vus, ils possèdent aussi donc une contrepartie physique. On a vu pour les autres sens qu'il y avait donc, pour l'ouïe, il y avait vraiment, donc là, il y a la voix, pour le toucher, il y avait les mains, pour la vue, il y avait les jambes, etc., etc. Là, naturellement, pour le mental, c'est le cerveau. Le cerveau est la contrepartie du mental. Et je dis bien dans ce sens-là. Je dis bien que le cerveau est nécessaire au mental pour pouvoir s'exprimer sur le plan physique. Je ne dis pas que le mental est une construction du cerveau. Oui, c'est très très important. On va dans ce sens-là. Le mental crée le cerveau. Ce n'est pas le cerveau qui donne naissance au mental. Ça, c'est vraiment fondamental et on va le revoir tout à l'heure. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on peut dire que c'est ce sens-là qui va attirer toute notre attention parce que c'est là où l'humanité en est en ce moment. C'est ce que nous avons à développer donc vraiment d'une manière urgente. Mais quand je dis c'est ce que nous avons à développer d'une manière urgente, ça peut prêter à confusion ou ça peut prêter à discussion. En effet, c'est intéressant de voir que quand il s'agit du mental, on peut dire qu'on entend tout et son contraire. Vous pouvez entendre des gens qui vont dire « Oh là là là, mais alors moi, on me le dit toujours, mais je suis beaucoup trop mental. Je suis beaucoup trop mental, ça n'arrête pas, je ne sais même pas comment me débarrasser. Ça m'affole, je suis trop mental. » On me dit « Calme ça. » Et d'autres qui vont dire, toi, tu as de la chance, parce que moi, je serais plutôt à dire que moi, je ne suis pas du tout mental. Et j'aimerais être mental. Et on dit que dans les enseignements, il faut apprendre à devenir mental. Alors le fait que tu sois déjà trop mental, je ne sais pas si ça existe. Mais bon, déjà que tu sois beaucoup mental, bon, faut voir. C'est très qu'on peut discussion. D'autres vont dire, mais moi, pour le mental, dans les enseignements que je suis par rapport à la méditation, on me dit surtout débarrasse-toi du mental. C'est épouvantable. S'il y a quelque chose qui peut nous bloquer, s'il y a quelque chose qui nous empêche d'arriver à quelque chose de nouveau, c'est ce qui nous empêche d'ouvrir notre conscience, c'est bien le mental. Donc débarrassez-vous de ça. Et d'autres qui disent, mais moi je suis désolé, mais je n'arrive pas à concevoir la méditation en dehors du mental. J'estime même que le mental est la clé de la méditation.
Comment s'y retrouver dans tout ça? On a l'impression qu'à propos du mental, on a vraiment certains enseignements, certaines impressions, et puis qu'on a exactement l'inverse. Ça me fait penser à une histoire. Ah, petite histoire que je voudrais vous raconter. Un jour, dans un village oriental, passe une caravane. Et il est annoncé que dans cette caravane, il y a un éléphant. Un spectacle rare, ouais, il y a un éléphant. Et dans ce village, il y a 6 aveugles qui sont là et qui n'ont jamais vu d'éléphant, évidemment, mais qui ne savent même pas du tout à quoi ça ressemble. Et puis, ils ont un pote qui est, lui, parfaitement voyant et qui leur dit, mais si on a la chance que la caravane puisse s'arrêter à un moment donné, je vous conduis près de l'éléphant, puis vous pourrez le tâter pour vous faire une idée. Bon. Et puis, chance, la caravane s'arrête quelques instants, et aussitôt, le gars, il répartit les aveugles autour de l'éléphant qui se mettent à toucher. Et puis voilà, il touche. Malheureusement, bon, ça ne dure pas très très longtemps, la caravane repart, et puis donc on met les aveugles à l'abri, et puis voilà, puis ils rentrent avec le gars qui les avait amenés. Et en chemin faisant, ils discutent. Alors, c'était quoi pour toi l'éléphant? Comment tu l'as vu? Alors celui qui était à la trompe dit, alors pour moi c'est rien d'autre qu'un serpent. C'est un énorme serpent, on sent une force. Ceci, ça a l'air très très paisible, hein, très très doux. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on sent qui a une puissance extraordinaire, avec un bon diamètre. Celui qui était du côté de la queue dit, attends, serpent, oui, moi aussi, j'étais un serpent, je l'ai même saisi, mais c'est plutôt un tout petit machin, je veux dire, de la dimension d'une ficelle, d'une corde, quoi. De là à dire que c'est un beau diamètre, non, c'est certainement pas, je ne suis pas du tout d'accord. Alors là, celui qui était du côté des flancs dit, alors attendez, là, je ne vous suis pas du tout, là. Moi, je me suis confronté à une muraille. C'était vraiment quelque chose, une muraille solide, quelque chose de granuleux, quelque chose de rugueux, c'est vraiment incroyable, quoi, vraiment. Et celui qui était du côté des oreilles dit, muraille, alors moi je ne te comprends pas. Alors moi j'ai trouvé au contraire un truc très flexible, très doux, qui faisait un peu comme un éventail. C'était assez impressionnant, c'était très fin d'ailleurs. Je ne vois pas du tout où est la muraille dans ce que tu racontes. Et puis il y en a un qui dit, attendez, alors moi je ne lui parle encore pas, parce que moi je suis tombé sur quelque chose. Alors pour moi l'éléphant, c'est vraiment quelque chose de très lisse et très pointu. C'est vraiment quelque chose, on sentait, mais vraiment, vous n'arrêtez pas de dire que c'est rugueux, tout ça. Ah non, c'est extrêmement lisse. Voilà. Et puis c'est pointu au bout, puis c'est tout petit, comme une branche d'arbre, mais une branche d'arbre qui serait lisse. Et celui qui était à la patte arrière dit, une branche d'arbre? Ah non, moi j'ai eu l'arbre. Moi j'ai eu l'arbre. Mais vraiment l'arbre dans son entier, et puis alors vraiment, puis je veux te dire, il n'était pas lisse, c'était vraiment très très rugueux, puis c'était solide. C'était vraiment quelque chose. Bref, ils s'engueulent. Ils disent qu'ils exagèrent, ils disent qu'ils n'ont rien compris, ils disent qu'ils n'ont rien vu. Bref, vous imaginez, personne n'est d'accord sur ce que peut être un éléphant. Naturellement, celui qui les a amenés sourit de tout cela. Et puis il leur dit, bon, allez, ça va, calmez-vous. Ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, vous étiez chacun naturellement à un bout de l'éléphant et vous avez chacun perçu une partie de l'éléphant. Le problème vient du fait que vous ne vous écoutez pas. Le problème vient du fait que tout simplement vous voulez avoir raison tout seul. Vous avez l'impression que pour avoir touché comme ça, vous avez vu l'éléphant. Non, chacun d'entre vous a touché une partie de l'éléphant. Par contre, si vous additionnez vos impressions, si vous vous écoutez les uns les autres, il est fort possible que vous arriviez à reconstituer véritablement l'éléphant. Et c'est ça qu'il faut faire. Alors, c'est ça qu'ils font, ils essayent d'avoir une meilleure perception de l'éléphant. Pourquoi je vous raconte cette histoire? D'abord parce que le mental, ça ressemble un peu à un éléphant. On pourrait imaginer que finalement, peu de gens ont touché l'entièreté du mental. Mental abstrait, le mental le plus abstrait possible. Donc il y a peu de gens finalement ont touché tout ça. Et donc finalement, chacun raconte son mental, comme chaque aveugle raconte son éléphant. Chacun raconte sa petite partie du mental. Et a l'impression qu'il a raison et que le mental, c'est ça. Et donc, à partir de là, on peut avoir des effets. On peut dire, bah oui, le mental, c'est bien, c'est pas bien, ça me plaît pas, ça détruit, ça construit, c'est vraiment quelque chose qui me gâte. On peut tout dire à partir du moment où on part simplement de la petite partition que chacun a pu avoir et a pu définir. Et donc, le mental, souvent, c'est ce qui lui est arrivé. Et puis, deuxièmement, on pourrait dire que c'est finalement aussi tout le fonctionnement mental qui est comme ça. Ce n'est pas simplement la définition du mental lui-même, c'est que nous avons tous tendance à voir finalement chacun par le petit bout de notre lorgnette. Oui, on développe nos sens. Oui, c'est vrai que par le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe, la vue, etc., on arrive à avoir une certaine idée de ce qui se passe dans le monde. Et à partir de là, notre mental en fait une synthèse et dit, voilà, c'est ça. Mais c'est seulement ce que j'ai perçu, et seulement ce que j'ai perçu à un moment donné, et ce que j'ai perçu à travers mes filtres, à travers mes limitations. Seulement notre mental, il a vite fait finalement de tirer des conclusions hâtives, et d'affirmer très fort, c'est ça, c'est la vérité, c'est comme ça.
Et naturellement, on a vite fait de rencontrer des gens qui ont vu une autre partie, qui ont ressenti des choses différentes et qui pensent complètement différemment. À tel point qu'il n'est pas rare que dès qu'on aborde un sujet quelconque, c'est très très rare, je crois que même ça n'existe pas, qu'il y ait d'un seul coup unanimité. C'est évident que vous parliez n'importe quel sujet, social, politique, économique, religieux, écologique, etc. Tout le monde a des avis forcément différents, selon la partie de l'éléphant qu'il a touché. Mais ce qui n'empêche pas les gens de pouvoir affirmer vraiment d'une manière très forte, voilà, l'idée juste, c'est ça. Et penser que les autres, évidemment, ils ont tout faux. Bon. Voilà ce qu'on pourrait dire à propos, vous voyez, donc, de ce mental tel que nous, on a l'habitude de le pratiquer. Et ça nous montre combien on a une certaine tendance, justement, à aller un petit peu vite en besogne. Et pourtant, ça va avoir une importance considérable par rapport à l'éducation, qui est notre sujet. Et le mental, je vous en ai parlé très très souvent, et je crois pas, il ne se passe pas une seule année où on parle du mental, parce que c'est vraiment ce que l'humanité doit développer maintenant. C'est vraiment notre urgence. Nous avons à vraiment mettre l'accent complètement là-dessus, donc c'est un sujet majeur. Mais là, je voudrais le traiter d'une manière un petit peu différente, en rapport avec l'éducation, puisque c'est notre thème de l'année. Donc je vais chercher à être pratique pour essayer de vous montrer comment ça marche et comment est-ce qu'on peut développer justement, dans le sens de l'éducation, comment on peut développer le mental, et on en a tous besoin. Parce que va se poser la grande question, oui ou non, est-ce que le mental est un sens? S'il est un sens, il va falloir l'éduquer à recevoir des idées. Si ce n'est pas un sens, il sert qu'à produire des idées. Donc est-ce que le mental, il produit des idées ou est-ce qu'il les reçoit? Voilà. C'est la grande question qu'il va falloir traiter et qui va avoir un impact, vraiment un impact éléphantesque sur l'éducation. Qu'est-ce que le mental et comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'on pourrait dire, comment est-ce qu'on pense? Bon. Le premier degré de la pensée, c'est le plus simple. Le premier degré, c'est de se rendre compte qu'en fait, il existe une matière mentale, comme il existe une matière physique, une matière éthérique, une matière sensible, émotionnelle. Il existe une matière mentale, même au sein de notre aura et même partout autour de nous. Et cette matière mentale, elle a deux caractéristiques fondamentales. Sa première caractéristique, c'est d'être étonnamment réceptive. Elle est réceptive à tous les impacts qui peuvent lui parvenir. D'où? De partout. Ça lui parvient donc des 5 sens en permanence. Vous voyez la richesse un petit peu de l'histoire. Ça lui parvient de l'émotionnel, ça lui parvient du corps éthérique, ça lui parvient du mental des autres. Bref, de partout, de tout notre environnement, en permanence, il lui vient comme ça des impacts. Et le deuxième chose importante, c'est que dès qu'elle a reçu ces impacts, eh bien, elle en fait des formes. Elle en fait des formes pensées. Elle réagit concrètement à l'impact. Enfin, réceptive à des impacts et elle crée des formes à partir de ces impacts. On pourrait imaginer la matière mentale un petit peu comme un lac dans lequel on jetterait des grosses pierres ou des moyennes pierres ou des petites pierres ou une pluie de petites pierres. Et à chaque fois, naturellement, l'impact sur le lac est tout à fait différent. Le lac qui était tranquille, eh ben, il bouge, il a des formes différentes, ça fait des ondes, etc. C'est complètement variable. Et notre mental, il est ainsi. Ce mental-là, son résultat, c'est de produire une espèce de, je ne vais pas dire de pensée, mais de sécrétion mentale. Parce que c'est ce que nous avons tout le temps en automatique, parce que nous ne pouvons pas l'arrêter. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arrêter cette sécrétion mentale? Parce qu'on n'arrive pas à arrêter nos sens. C'est que finalement, le problème, c'est que nos sens n'arrêtent pas d'envoyer des informations tout le temps, même quand on dort. Et par conséquent, donc, automatiquement, ça fait un impact sur la matière mentale, et ça fait des ondes, et ça fait des, j'ose pas dire des pensées, parce que c'est pas franchement des pensées, mais dans notre langage quotidien, on appelle ça des pensées. Mais c'est plutôt une espèce de sécrétion continue. Et quelquefois, quand on dit « mais moi je suis trop mental », c'est qu'on fait allusion à cette sécrétion mentale. On dit « mais c'est épouvantable cette sécrétion, et comment est-ce qu'on l'arrête ?» Parce que moi ça m'embête pour la méditation. Ben, c'est pas le mental qu'il faut arrêter, c'est les petits cailloux. C'est que quand vous vous dites « mais comment je retrouve mon lac tout calme ?» Ben, n'accusez pas le lac, c'est arrêter de balancer les choses dedans. Et à nouveau, vous allez retrouver qu'il va être lac. Et donc c'est ça le problème, c'est que finalement, il faut arriver à trouver comment, au niveau émotionnel, on calme les choses. Voilà pourquoi... On va le voir en méditation, c'est tellement important de pouvoir calmer un peu nos sens. On ferme les yeux, on essaie de se réorienter intérieurement de manière un peu à minimiser ça. Mais ce sera toujours là. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand on nous dit quelquefois « arrêtez le mental », oui, si vous méditez, celui-là, effectivement, il faut l'arrêter. Mais vous ne pourrez pas. Il faut simplement s'en désintéresser complètement. Il faut apprendre à voir que, un peu comme une radio, qui serait là, que vous écoutez, qui est un peu en bruit de fond. Vous êtes complètement occupé autre chose, vous avez la radio, vous vous en occupez pas. Ben voilà, ce serait une espèce de radio de bruit de fond que vous avez, mais vous en occupez pas. Vous passez outre, parce que sinon celui-là, on ne peut jamais l'arrêter. C'est intéressant de voir que ça, cette sécrétion mentale, elle est là partout et tout le temps.
Mais ce n'est pas vraiment une pensée. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est quoi une pensée? Une pensée, c'est quelque chose qui va, si on remonte d'un degré, qui va naître de toutes les informations qu'on peut avoir. Je ne sais pas si vous remarquez à quel point nous sommes pris dans un flot d'informations continues, comme ça n'a jamais existé. Maintenant, vous pouvez ouvrir la télévision, vous ouvrez les journaux, vous ouvrez la radio, vous ouvrez votre Internet, les réseaux sociaux, etc. Vous êtes sans arrêt environné de toutes les informations que vous pouvez imaginer sur tout. On est gavé d'infos à tous les niveaux, personnel, individuel, collectif, sociétal. À tel point que, si vous voulez avoir une petite opinion de quelque chose, c'est très facile. Vous ouvrez les chaînes d'infos le soir, vous ouvrez n'importe quoi, vous avez toujours un débat. En permanence, il y a toujours quelques journalistes, quelques hommes politiques qui débattent. Et donc, voilà, vous pouvez très bien savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est commenté, etc. Sur tous les sujets. Alors, comment se faire une pensée à partir de là? C'est simple, hein. C'est pas très cassant. Il suffit de faire son marché. Et donc, la plupart du temps, notre pensée, c'est simplement faire son marché. Alors, j'écoute machin sur France Inter le matin, oui, c'est intéressant. Là, j'écoute la radio. Tiens, j'ai lu un article comme ça. Tiens, j'ai regardé ça. Puis j'ai écouté le soir, il y avait un débat intéressant. Et voilà. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'aime. Ce qu'il dit là, j'aime bien. Et lui, non, moi. C'est pas bête ce qu'il dit aussi. D'ailleurs, c'est un peu en rapport avec l'autre. Ça, j'aime pas du tout, là. Non, ça, j'aime pas. Conclusion, voilà, je pense ça. Mais qu'est-ce que vous avez pensé? Rien. Vous avez simplement réagi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous propose à la fin de l'émission? Chers téléspectateurs, si vous voulez réagir à cette information, hashtag réagissez. Et on réagit. Effectivement, on passe notre temps à réagir. À penser, certainement pas. Mais on appelle ça comme ça la pensée, parce que dans notre quotidien, nous, on appelle tout pensée. Mais c'est peut-être pas encore ça la pensée, parce que ça ne nous a demandé aucun effort. On a simplement fait notre marché de ce qui nous plaisait, de ce qui ne nous plaisait pas. Et à partir de là, remarquez comme la plupart du temps, notre pensée à nous, finalement, la plupart du temps, elle est comme ça. Donc, comprenez que les orientaux, celui qui est complètement dans un monastère tibétain au fin fond de l'Himalaya, qui n'a pas la télévision, qui n'a pas la radio, qui n'a pas les journaux, qui n'a pas les réseaux sociaux, qui n'a rien... Quand il nous regarde faire, il dit « Stop! Stoppez tout ça !» Oui, mais pour lui, c'est facile à dire, il n'a rien. Lui, quand il se branche sur la neige, calme, tranquillos, vraiment, vous n'êtes pas embêté. Donc c'est sûr qu'il ne comprend pas forcément notre problème. Or, il ne s'agit pas pour nous de revenir à l'état tibétain dans la neige d'Himalaya, il s'agit de faire avec ce que nous avons dans notre société. Parce que c'est ça le problème, il ne s'agit pas de dire notre société est pourrie, il faut en changer. Non. Il faut que nous réussissions à développer notre mental là, au sein de là où on en est. Donc il faut tenir compte de tout ça et se dire, tout ça, c'est pas encore de la pensée. Tout ça, c'est encore de l'émotionnel, c'est encore des choses qui font que ça me me plaît pas, et c'est comme ça que finalement je me forge une opinion. Donc ce n'est pas des pensées, c'est des opinions par j'aime, j'aime pas, ça m'intéresse pas, tout simplement en faisant mon marché, en recevant tout ce qu'il y a. Et c'est là où intervient le sens du goût que nous avons vu il y a 4 mois. Très important, le sens du goût, si vous venez, on a vu combien c'était la base de tout, et que le sens du goût qui menait à l'imagination sur le plan émotionnel et au discernement sur le plan mental. Le goût qui mène au discernement sur le plan mental. Apprendre à discerner sur le plan mental, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant, et ce qu'il faudrait pouvoir rejeter. C'est pour ça qu'on avait vu que l'organe d'action qui était en rapport avec le goût, c'était l'anus, qui nous permettait justement de rejeter symboliquement tout ce que nous jugions pas intéressant ou plus intéressant, et sur lequel donc qu'on rejetait. Voilà pourquoi ce processus, vous voyez, nous amène à dire la pensée, elle n'est pas là. C'est là qu'intervient l'intelligence. Dans un troisième temps, on va faire intervenir justement l'intelligence par rapport à ce discernement. L'intelligence, on a l'habitude de croire que c'est quelque chose qui est essentiellement relié au mental. Non. L'intelligence, c'est quelque chose qu'on va trouver absolument partout. C'est quelque chose qu'on trouve dans tous les règnes. Même si souvent, on avait dit que seul le règne humain et puis le règne animal, les toiles d'araignée, les fourmis, etc., donc les chiens, donc seuls les animaux développés et puis les humains avaient de l'intelligence. On en est complètement revenu. Maintenant, on sait très bien que l'intelligence est absolument partout. Non seulement, bien sûr, dans les humains, dans les animaux, mais aussi maintenant, depuis peu, dans les végétaux. Des expériences qui ont fait qu'on s'intéresse enfin au règne végétal montrent combien il a une intelligence prodigieuse. On n'a pas encore fait d'expérience sur les minéraux, mais ça n'aura pas à découvrir qu'eux aussi sont intelligents, puisqu'il y a déjà des scientifiques qui ont démontré l'intelligence fabuleuse de la matière, de l'atome, de la particule, qui a une certaine intelligence assez incompréhensible pour nous, mais pourtant ça ne fait pas n'importe quoi et que ça répond à des lois et que ça peut s'adapter. Le résultat de l'intelligence étant le pouvoir d'adaptation. Et donc cette intelligence, on la trouve absolument partout. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence et comment on pourrait la définir? On pourrait dire que l'intelligence, c'est la capacité de faire des rapports. C'est la capacité de faire des relations.
Et on comprend du coup que ça existe partout. Il y a une intelligence pratique, une intelligence concrète, y compris chez le bébé. Il y a une intelligence dans tous les règnes. Il y a une intelligence sensorielle, il y a une intelligence sensible, il y a une intelligence relationnelle, une intelligence affective. On parle aussi d'une intelligence mentale, d'une intelligence conceptuelle. Et c'est vrai que chez l'humain, c'est le seul règne dans lequel, pour l'instant, on développe cette intelligence sur le plan mental, véritablement, donc pour aboutir à quelque chose de plus loin. Oh, les animaux sont intelligents, mais ils n'arrivent pas à rassembler ça sous forme d'idées. Et c'est vrai que l'intelligence, ce sera notre troisième processus de pensée, eh bien, il est intéressant parce que c'est à travers ça qu'on va faire des rapports, qu'on va faire des ponts entre différentes idées, entre différentes choses, entre différentes connaissances. On a entendu ça, on a lu ça, on a perçu ça, on a vu tel film, on a vu tel documentaire. Et finalement, on fait des ponts, on fait des relations. Et entre tout ça, on en émane une certaine pensée qui est peut-être un petit peu novatrice, en tout cas pour nous, peut-être pour d'autres personnes, mais qui finalement n'est qu'une synthèse, ou une certaine façon d'arranger, ou une certaine façon de mettre en rapport ce qui est déjà connu, ce qui est déjà su. Donc ce n'est pas fondamentalement nouveau, c'est simplement une nouvelle synthèse de nouveaux arrangements intelligents de connaissances qui sont à notre disposition à tous. Et plus le réseau est fantastique, plus le réseau est riche, plus on peut faire des connexions dans tous les sens, et plus on peut avoir apparemment de nouvelles idées tout le temps, et dans tous les domaines qu'on peut imaginer. Et là, vous avez quasiment 95% de la pensée mondiale, elle est là. Donc, vous voyez, dans ces trois aspects, sécrétion mentale, faites votre choix, et soyez intelligents, et réussissez à faire des ponts, tout le mental va être là. On pourrait le traduire un peu comme une espèce d'intelligence horizontale. C'est pour ça que je la dessine un peu comme sur un trait horizontal, parce que tout est là, tout est à notre disposition, et tout consiste à faire des ponts entre ces différents domaines. Bon. Maintenant, si on veut aller plus loin dans ce qui est dans le domaine de la pensée, parce qu'on pourrait dire tout ça, c'est une certaine pensée, et l'humain en est là, mais c'est simplement trois parties de l'éléphant que je viens de vous montrer. Sécrétion mentale, on fait certainement nos choix, on ne peut pas dire qu'on pense véritablement avec un effort, simplement on aime ou on n'aime pas, et puis on fait un effort d'intelligence, on fait comme ça des ponts, des rapports, on a déjà un début un petit peu de pensée. Ça, c'est trois aspects de l'éléphant. Et trois personnes qui pourraient décrire ce qu'ils appellent le mental de telle ou telle manière. En fait, ce ne sont que des toutes petites parties du mental. Continuons à décrire l'éléphant. Il va être intéressant pour l'humain d'arriver à développer une intelligence verticale. Et c'est là où nous en sommes. C'est là où le bas blesse. C'est là où l'apprentissage va devoir se développer. En effet, cette intelligence verticale, pour l'instant, on ne sait pas trop y faire. C'est quelque chose que nous devons apprendre. Et c'est là que, justement, on pourrait dire commence vraiment la conférence de ce soir. Qu'est-ce que c'est que cette intelligence verticale ? Cette intelligence verticale, c'est ça qui va devoir créer des rapports, comme toute intelligence, entre les effets et les causes, entre la pensée et les idées, entre le particulier et le global. Voilà, c'est ça qu'il va falloir faire. Remonter aux causes, remonter aux points fondamentaux, remonter à ce qui a donné naissance à tout, repasser justement de ce que moi je vis à ce qui peut être existant au point de départ, donc comme idée fondamentale et globale. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait peu faire. Pourtant, l'humanité cherche déjà à faire ça, et le fait en très très grande partie. Qu'est-ce qui a permis de faire ça ? C'est assez surprenant quand on réalise ça. Ce qui a permis à l'humain de rechercher et de développer cette intelligence verticale, c'est la douleur. Et uniquement la douleur. C'est parce que l'humain souffre, c'est parce que l'humain ressent certaines douleurs, qu'il va se demander, mais pourquoi je souffre ? Mais pourquoi cette douleur ? Mais pourquoi ça m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Et qui va devoir chercher à remonter le monde des causes. Et donc, la douleur est le véritable point de départ de cela. Naturellement, quand je dis douleur, vous élargissez. Ce n'est pas simplement des douleurs physiques. Ça peut être, après, ce sont des douleurs émotionnelles. C'est un mal-être. Ce sont tout simplement des imperfections. Ce sont des choses qui nous manquent. Ce sont des choses qui, pour nous, manquent de sens. Donc, par exemple, psychologiquement, je ne me sens pas bien. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand je suis justement dans un certain mal-être, je me pose la question, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ou simplement, même mentalement, je me pose des questions sur le sens de la vie. Mais à quoi ça rime tout ça ? Et le sens de ma vie, ou le sens de la vie en général, la mort, etc. Dès qu'on se pose comme ça des questions, parce qu'on vit mal quelque chose à un moment donné, on n'est pas exactement donc, dans le bien-être, eh ben, c'est une certaine douleur, c'est une certaine souffrance, et c'est ce qui va nous inciter à remonter pour chercher plus haut.
s'il n'y avait pas la douleur, s'il n'y avait pas la souffrance, s'il n'y avait pas le mal-être, s'il n'y avait pas le dérangement, il y a fort à parier qu'on ne remonterait pas au monde des causes. La preuve, regardez tout simplement, lorsque tout baigne, lorsque tout va bien, lorsqu'on est heureux, est-ce qu'on se pose la question, pourquoi? Mais pourquoi, diable, suis-je heureux? Mais quelle est la cause fondamentale de mon bonheur? Non, on s'en fout. On est heureux, et tout ce qu'on souhaite, c'est simplement que ça dure. Voilà. Et on va commencer à se poser la question quand ça ne dure pas. Et on dit, mais pourquoi ça ne dure pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Voilà. Là, on va se poser des questions. Mais tant qu'on est bien, tant qu'on est heureux, tant qu'on est inspiré, on ne se pose pas de questions. Vous voyez comme le bonheur est lénifiant, comme le bonheur nous empêche de développer véritablement notre fonction mentale. Heureusement, le bonheur ne dure pas. Non, je vous voyais inquiet en disant, mais alors on ne va pas évoluer. Non, vous n'avez pas peur. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on est dérangé, donc tout va bien. Vous avez là l'origine d'une expression qu'on entend souvent, c'est que « Ah ben, j'ai compris ma douleur ». Ou bien « Ah ben, tu vas comprendre ta douleur, toi ». Ben oui, comprendre sa douleur. Effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est pour ça qu'on pourrait voir que finalement, de part et d'autre de mon trait horizontal, il y a deux mondes. Il y a le monde du concret qu'on pourrait retrouver ici, et puis il y a le monde de l'abstrait qu'on va pouvoir trouver ici. Dans le monde du concret, c'est le monde des effets, c'est le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde des choses dans lesquelles, évidemment, nous voyons tous les effets de causes qui partent du monde abstrait. Donc il y a des causes de partout, et ces causes provoquent dans notre vie, dans la vie de la société, dans la vie du monde, un certain nombre d'effets, un certain nombre de résultats, et qui font que, ben voilà, nous vivons cela. Et quand, justement, on se pose des questions, on dit, ah ben voilà, il faudrait peut-être remonter quelque part un peu plus haut. Est-ce qu'on peut remonter plus haut, remonter à la cause? Oui, mais voilà, y a-t-il véritablement une cause? Y a-t-il véritablement une idée abstraite? Est-ce que véritablement, on peut imaginer que dans le monde abstrait, il y a des causes fondamentales qui produisent les effets que nous subissons dans le monde concret? Pour beaucoup de personnes, c'est même pas envisageable. Pour toutes les personnes qui restent tout simplement dans une intelligence transversale, l'intelligence verticale n'a que peu de sens, si ce n'est en restant complètement ici au niveau du monde causal. Pourquoi est-ce que je me suis tapé sur les doigts? Parce que j'ai un mauvais marteau, ou parce que je m'y prends comme un manche. Ouais, je reste complètement. Donc, certes, je monte comme ceci dans le monde, comme ça, des causes, mais je débouche jamais sur le monde abstrait. Pourquoi est-ce que je suis malade? Ben, cette idée, parce que je mange mal, je le sais bien. C'est uniquement pour ça? Ben, oui, c'est uniquement pour ça. Ah bon? Pourquoi est-ce que j'ai telle maladie? Ben, c'est parce que j'ai ça. Pourquoi? Vous voyez, on ne se casse pas la tête. On fait un petit effort pour remonter la douleur, mais on va partir, on va expliquer une cause par une autre cause. Et puis c'est tout, puis on est content, puis on va s'arrêter là. Voilà. Et si on dit, mais tu ne crois pas que tu es malade pour autre chose? Mais tu ne crois pas qu'il y a des problèmes? Tu ne crois pas que ton mal-être il est dû à des causes? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher par là? C'est juste un rhume. Or, ce que nous avons à développer, c'est à passer cette barre transverse et à remonter justement dans ce monde. Ce qui voudrait dire qu'effectivement, il y a des idées qui nous sont extérieures. Et là, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on rentre dans un des plus grands débats de la philosophie. Les idées sont-elles produites par le mental ou les idées sont-elles extérieures au monde humain? Platon disait que les idées sont extérieures au monde humain, mais nombreux sont les philosophes qui se sont un petit peu moqués de lui en disant « il est bien gentil, Platon, peut-être qu'il croyait encore en Dieu, mais les idées, non, elles naissent de nous ». Et donc, pour une grande partie des philosophes, on pourrait dire que là, il y a vraiment une partition en deux. Eh bien, les idées, elles naissent tout simplement de l'humain. Elles naissent tout simplement du fonctionnement mental. C'est à force de penser, c'est à force d'échanger, c'est à force de parler ensemble, c'est à force de discuter, c'est à force de frottement entre les différents mentaux que les idées naissent. Mao Tse-tung disait que les idées naissent tout simplement du monde social. C'est tout, ça naît de la société et des rapports de société. Et pour beaucoup de personnes, effectivement, tout naît de là. Et même les scientifiques, même pour certains scientifiques, à force de discuter entre eux, à force de profiter des idées des uns et des autres, ben c'est là que, pouf, quelqu'un fait une idée qui est un petit peu plus haut, puis un petit peu plus haut. Et c'est comme ça que progressivement l'humanité se hisse sur la pointe des idées grâce au fonctionnement de chacun. Voilà, ça c'est une explication. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ceci dit, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de se demander, est-ce qu'on est tous d'accord sur le mot idée? Déjà. Parce qu'effectivement, si les idées, ce sont ce qu'on a vu tout à l'heure, comme les trois éléments,
Oui, bah là, si ce sont des idées concrètes, on pourrait dire oui, effectivement, c'est tout à fait en rapport avec le mental humain. Si j'ai des idées d'ameublement pour chez moi, si j'ai des idées pour mon boulot, si j'ai des idées pour mes vacances, si j'ai des idées pour ça, oui, oui, bah ça, fait pas la peine, c'est pas une idée qui vient de boulot. C'est vraiment, c'est produit de moi, ça vient de mon mental. Dès que j'ai des idées concrètes, c'est moi qui les produis, c'est la société qui les produit, c'est la publicité qui les produit, c'est des choses qui sont complètement autour de moi, dont je suis environné, et là, et tout, il me naît des idées, je sais pas pourquoi. Je sens pourquoi, je sais pas pourquoi, il faut que je parte en vacances à tel endroit. Une inspiration certainement divine. Non, 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 non. Juste une pub, juste un peu quelque chose que j'ai pas vu, que j'ai oublié, simplement quelques envies, et ce sont des idées qui naissent de là. Donc oui, tout ce qui concerne notre monde concret, notre monde quotidien, toutes les idées qui sont produites à ce niveau-là, oui, elles viennent de nous, elles viennent de notre propre mental. Mais qu'en est-il des idées? La lumière, l'amour, l'évolution, l'espoir, la vie, ces grandes idées-là. Est-ce qu'on peut dire que ces grandes idées, elles naissent aussi du frottement humain et du mental humain? Bah, certains continuent de le croire et de le penser dur. Et puis d'autres disent non, bah non, 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 certainement pas. Ce sont des idées qui sont extérieures à l'humain. La preuve, ce qui se passe au niveau scientifique. On ne va quand même pas dire que les lois scientifiques telles que les grands scientifiques le trouvent émanent de leur tête. Alors il y en a certains qui disent, mais si, ça émane de leur tête. Les lois de la nature, elles sont, mais ce ne sont pas des idées, ce ne sont pas des lois. C'est l'humain qui va s'y attaquer, qui va mettre ça en loi. Oui, mais c'est justement là le travail du mental. Le travail du mental, c'est de traduire des faits, ce sont des énergies, ce sont des vies qui vont être traduites en idées. Mais elles ne proviennent pas d'une invention humaine. Elles sont la traduction d'une réalité qui existe complètement en dehors de l'humain. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que les idées, véritablement, il faut les considérer comme ne nous appartenant pas. Les idées, elles sont en dehors de nous, elles sont en dehors de l'humain. Les idées existent en tant que telles. Ce qui veut dire à ce moment-là que le mental devient un récepteur. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça change tout du point de vue de l'éducation. Parce que si les idées sont produites par le monde humain, si les idées, c'est nous qui les produisons à force de mental, alors dans l'éducation, pour les enfants, il faut absolument bourrer le mental. Parce que plus on va bourrer le mental, plus ils vont savoir de choses et plus ils vont produire des idées. Par contre, si les idées ne nous appartiennent pas, si les idées, nous devons les recevoir, alors bouleversement complètement dans l'éducation à l'école, il va s'agir non pas de bourrer le mental des enfants, mais de leur apprendre à recevoir les idées. Et là, ça change tout. C'est pour ça, vous voyez, que cette simple discussion, à savoir si le mental produit les idées ou si le mental reçoit les idées, est tout à fait fondamentale pour l'avenir de l'éducation. Et que quand on réalise que, oui, le mental est véritablement un sens et que les idées, on les reçoit, on les décode, c'est un décodage donc de ce qui existe, de la vie, ben, on se rend compte qu'à partir de ce moment-là, c'est tout à fait autre chose. Et que ça va changer complètement l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de la formation, de l'éducation de ce mental. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de comprendre combien tout ce processus de loi, il existe de deux côtés. C'est intéressant de voir que les idées fondamentales, elles existent du point de vue scientifique, mais elles existent du point de vue de la conscience aussi. Et ce qui est passionnant, c'est que généralement, on croyait que les grandes lois ou les grands systèmes, les grandes idées, c'était uniquement du point de vue scientifique et du point de vue physique. Mais ce qu'amène justement l'ésotérisme, c'est de se dire, mais non, mais ces mêmes lois, elles existent du point de vue de la conscience. La conscience, c'est pas cette espèce de chose vague que comme ça on peut imaginer, on fait ce qu'on veut, il suffit de croire. Non, non. La conscience répond aux mêmes lois que la physique. Et souvent, les lois apparaissent exactement en même temps d'un point de vue matériel que d'un point de vue conscience. Par exemple, au début du XXe siècle, sont apparus exactement en même temps l'enseignement sur la physique quantique et l'enseignement sur les 7 rayons. L'enseignement sur les 7 rayons, c'est l'enseignement intérieur, conscience, et la correspondance de la physique quantique sur le plan extérieur. Et les deux ne sont pas en contradiction, les deux sont deux aspects d'une même réalité, d'une même idée. Et là, on reconstitue l'éléphant. Ce n'est pas la science des 7 rayons contre la physique quantique, les deux sont deux aspects du même éléphant, et nous devons reconstituer le processus de synthèse. Et si on regarde tout est comme ça. Il n'y a jamais d'opposition entre les idées. C'est par exemple parce qu'on regarde trop bas. Quand on dit « Ah, mais ils ne sont pas d'accord. Ah, mais c'est pas le même avis. Ah, mais c'est en contradiction. » C'est en contradiction apparente, exactement comme mon histoire d'éléphant. Si on remonte, il va y avoir autre chose. Mais ces idées, d'où viennent-elles? Ben, elles viennent de lois. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté de parler de lois. Et ces lois, qu'est-ce que c'est qu'une loi? On définit généralement une loi, avec un L majuscule, comme le mode de vie d'une entité beaucoup plus grande que nous.
Autrement dit, la planète Terre, comme entité, son mode de vie induit un certain nombre de lois, qui fait que tout ce qui vit sur la planète Terre subit ou partage les lois de la planète Terre. Nous, ce qu'on appelle les lois de la nature, c'est rien d'autre que des conséquences des lois inhérentes à la planète Terre elle-même. Laquelle planète Terre suit également les lois du système solaire, qui est beaucoup plus grand. Et donc les lois du système solaire s'imposent à toutes les planètes, y compris la planète Terre. Mais le système solaire suit les lois qui sont beaucoup plus haut que lui, etc. Tout ceci en fractal. Et nous-mêmes, à notre petit niveau, nous imposons nos propres lois d'organisme et d'être vivant à tout ce qui vit à l'intérieur de nous et en nous, qui suivent complètement nos lois. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que tout est loi dans l'univers. Tout est loi, et on peut l'interpréter de deux manières, physiquement parlant, scientifiquement, ou bien philosophiquement parlant, ou ésotériquement parlant, donc, ou du point de vue de la conscience. Et que ces deux sont en parallèle, et que les deux sont un. Mais que tout est loi. Alors, mes idées, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce qu'on pourrait définir comme une idée, c'est simplement le fragment intelligible d'une loi. On ne peut pas saisir toutes les lois. Et on voit bien au niveau scientifique, les lois, on les découvre progressivement. Et plus on découvre les lois, plus les scientifiques se disent « mais c'est imparfait, c'est pas ça, puis il faut tout remettre en question régulièrement ». Et ils s'aperçoivent qu'il faut aller encore plus loin. Et que ce qu'on pensait être, et qu'à un moment donné, est une recherche finie, c'est une recherche infinie. Trouver les lois. Et qu'est-ce qu'on a, nous, en termes de lois ? On a des petites lois, ou des moyennes lois. Et puis de ces lois, on trouve qu'en fractal, des petites lois, puis des petites lois, etc. Et puis on pourrait appeler ça des idées. Une idée, oui, c'est juste le fragment intelligible d'une loi. Et naturellement, fragment par fragment, on arrive progressivement à reconstituer un petit éléphant qu'on va appeler une loi. Et puis petite loi, plus petite loi, plus petite loi, on va en faire un éléphant plus grand, qui va une loi plus grande, etc., 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 à l'infini. Et c'est ça qu'on appelle des idées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement ce que nous avons à faire, nous, comme grand travail, c'est trouver ces lois, ou plus exactement, trouver ces idées qui vont mener aux lois. Quel est l'intérêt ? Ah bah c'est énorme. Parce que finalement, ça va nous amener à trouver des lois qui se trouvent ici. Par exemple, au centre, ou un peu plus haut, sur la verticale, dans la sphère supérieure. Voilà. Ça veut dire que si, ici, je découvre une loi fondamentale, il est bien évident que ça a des conséquences fantastiques. Si j'admets que tout dans l'univers est loi, aussi bien du point de vue des comportements que du point de vue physique, il est absolument évident qu'à chaque fois que je contreviens à cette loi, ça ne va pas. Je tombe en panne, je tombe malade, la société tombe malade, l'humanité ne va pas. Il y a quelque chose qui est déréglé. On se rend bien compte que finalement, l'idéal, c'est que si nous appliquions absolument toutes les lois inhérentes, par exemple, ne serait-ce qu'à la planète Terre ou au système solaire, nous irions très très bien. Et qu'est-ce que c'est qu'un maître de sagesse, un être complètement illuminé ? C'est simplement, si j'ose dire, quelqu'un qui vit totalement toutes les lois du système. Mais ce n'est pas qu'il les comprend, c'est qu'il les vit totalement. Il n'y a rien en lui, dans son comportement, dans son mental, il n'y a rien en lui qui soit au travers d'une loi. Alors que nous, il semblerait qu'on ne soit pas tout à fait au point du point de vue des grandes lois. Parce que justement, on ne va pas les chercher. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes ? Pourquoi est-ce que j'ai des problèmes relationnels ? Pourquoi est-ce que j'ai des problèmes de boulot ? Pourquoi est-ce que j'ai des problèmes de santé ? Pourquoi est-ce que la société a tel problème ? On va trouver tout de suite des petites causes ici, des petites causes en restant dans la sphère inférieure. Oh, parce que c'est par ça. Et pourquoi est-ce qu'on est dans une société actuellement ? Oh, c'est parce qu'il y a des vilains, il y a des méchants, il y a des riches, il y a des banquiers, il y a des gens comme ça, donc c'est des vilains. C'est pour ça qu'on va mal dans notre société. Mais pas du tout, remontons un peu plus haut. Parce que tout vient d'en haut. S'il y a des lois, ça veut dire que tout découle de ces lois. Aussi bien ce qui va bien que ce qui va mal, parce qu'on est à côté de la loi. Si on est hors la loi, il ne faut pas s'étonner s'il y a des choses qui ne vont pas bien. C'est comme si on roule à côté des rails. Une locomotive qui déraille et qui ne s'en aperçoit pas et qui s'évertue quand même à rouler sur les traverses et trouve qu'elle est bien secouée dans sa vie et elle se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal ? Nous, on passe notre temps à rouler à côté du rail, à se demander « mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi ? Oh, c'est parce que j'ai un petit rhume. » Ah bon, c'est pas grave, non, ça va passer. Donc, vous voyez, c'est vraiment important d'arriver à concevoir que de là, si on prend l'hypothèse qu'effectivement, il y a véritablement des lois, il y a véritablement des idées, et que c'est celles-là qui, finalement, il nous faut comprendre. D'où l'importance, si on parle justement de créer un autre monde, si on parle de créer quelque chose qui aille de plus en plus vers l'harmonie, de se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous est indispensable à nous, humains, pour réussir à créer un monde un peu différent.
Tout simplement remonter aux lois, remonter aux causes, remonter aux grandes idées, sachant qu'on ne peut absolument pas remonter à tout d'un coup, ça c'est impossible. C'est du petit grappillage petit à petit. Mais plus on remonte à ces idées, plus on remonte à ces lois fondamentales, plus on peut en tirer les conséquences. Et c'est ça qui est important. Comment tirer les conséquences pour nous-mêmes, pour la société, pour l'humanité, pour le monde. Parce qu'à ce moment-là, plus on est justement dans ce processus, ça va, quoi. On comprend. Vous allez me dire, c'est pas parce qu'on comprend une loi qu'on l'applique. Ah, vous avez remarqué aussi, hein. C'est vrai, c'est vrai. Il y a bien des lois qu'on comprend très bien, des lois globales, on sait très bien, une loi comme ça, ce qu'il faut faire, ne pas faire. Mais bon, ma loi particulière à moi, elle me va bien. Surtout qu'en ce moment, c'est le bonheur. En ce moment, je vais bien. Donc, c'est pas grave, quoi. Donc, je ne vais pas me poser de questions. Il y a la grande loi, il y a ma petite loi. Il y a des gens qui me disent, un jour, tu vas le payer. Peut-être, peut-être. En attendant, tout va bien. Il sera toujours temps de me poser des questions et de remonter le jour où ça n'ira pas. Et ainsi va la société, et ainsi va le monde. Donc, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment fait-on pour arriver à remonter? Comment fait-on pour arriver à remonter? Et là, je voudrais prendre vraiment des exemples pratiques parce que, encore une fois, on est vraiment dans le domaine de l'éducation. Vous connaissez certainement ce mouvement qui s'appelle SEV, S-E-V-E, SEV, et qui est un mouvement qui est fondé par Frédéric Lenoir, un philosophe français, et qui développe la philosophie à l'école. Bon, je parle de lui parce qu'on le connaît bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses au Québec, en Belgique, en Suisse. Il y a beaucoup d'autres mouvements comme ça de philosophie à l'école. Développer la philosophie chez les enfants. Ça peut paraître surprenant au point de départ. On va dire, mais comment c'est possible ça? Les pauvres enfants, on va leur dire que Kant a pensé ça, mais au contraire, Hegel a dit ça, et que par contre, Descartes, etc. Non, certainement pas. Ça, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler de la philosophie. En effet, le plus grand défaut, c'est qu'on confond l'histoire des idées et la philosophie. Oui, en université, on vous apprend l'histoire des idées. Et c'est certainement très important, c'est très intéressant. Et la plupart des gens qui suivent ces études sont dits philosophes, mais en fait, ce sont des gens qui sont vraiment incollables sur l'histoire des idées, de ce qu'a dit un tel contre un tel. Et ils peuvent vous refaire des dialectiques comme ça entre tel ou tel philosophe autour d'un sujet. Non, c'est pas ça dont il s'agit. La philosophie, c'est l'art de penser par soi-même. C'est l'art de transformer le mental en un récepteur d'idées. La véritable philosophie, c'est la capacité de pouvoir remonter progressivement justement dans le monde des causes et d'en tirer un certain nombre d'idées, des pensées, et donc toutes les conséquences qui vont aller avec. Donc il ne s'agit certainement pas de bourrer le crâne des enfants. On va définir 4 phases pour bien vous montrer comment ça fonctionne. Je le détaille parce que c'est pareil pour les adultes. Et que la plupart du temps, il est bien dommage que ce genre de mouvement n'existe pas encore beaucoup au niveau des adultes. Voilà comment ça se passe pour les enfants. Donc, ça se passe dans une classe, une fois par semaine, ça peut être sur 3-4 ans. Et donc, ces enfants, on leur donne un sujet, et ils doivent donc débattre sur ce sujet, sur un thème. Bon. Naturellement, la première phase, qui est tellement importante et qui va durer un certain temps, c'est une phase dans laquelle il va falloir qu'ils se déconditionnent complètement de leurs habitudes. Le déconditionnement, ça passe d'abord par dire « j'arrête de répéter ce que j'entends à la maison, de ce que pensent mes parents, de ce que j'ai entendu avec mon copain, de ce que j'entends sur la télévision, de ce que j'entends partout, bref, de tout ce que j'entends dans mon environnement, y compris le prof, je me déconditionne de tout ça. Voilà. Et je dis ce que moi je pense. Je me déconditionne également de ce que j'ai l'impression que l'animateur veut entendre. J'ai l'impression qu'il aime bien quand on dit des choses comme ça, donc je vais y répondre un peu dans ce sens-là. Je me déconditionne complètement de ça. Et donc, alors on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit de dire ce qu'on veut. C'est même fortement recommandé. On peut se lâcher, lâchez-vous. Et là, quand le déconditionnement est arrivé, alors là, on a effectivement les enfants qui vont commencer à pouvoir raconter d'autres choses que ce qu'ils entendent et une espèce de formatage habituel. La deuxième phase, c'est qu'il s'agit de leur apprendre les habiletés mentales. Comment fonctionne le mental? Ce qu'on nous a quasiment jamais appris. On l'apprend comme ça, à force d'études, etc. Mais on ne nous l'a jamais appris et c'est fort dommage. Oh, la seule chose qu'on a appris, c'est analyse, synthèse, avec le fameux triptyque de la dissertation, thèse, antithèse, synthèse, etc. Mais c'est tout. Et encore, on ne nous a pas vraiment dit comment ça fonctionnait. On a dit qu'il fallait le faire comme ça. Par contre, le fonctionnement de déduction, induction, ça, on ne nous l'a jamais appris.
La déduction, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à partir d'une théorie, à partir de quelque chose d'assez global, on va en déduire un certain nombre de conséquences. Mais l'induction, à partir d'un certain nombre de faits, réussir à induire une théorie, alors ça, on le fait très très peu. C'est ce qu'on appelle conceptualiser. Réussir à partir d'un certain nombre de faits observés, à partir d'un certain nombre de choses qu'on a perçues à travers les sens, d'un certain nombre de conséquences que l'on a à avoir, comment est-ce qu'à partir de là, on peut en induire une théorie? On peut en induire peut-être une idée. Comment est-ce qu'on peut arriver à remonter et globaliser la chose? Globaliser. Pas facile ça de globaliser. Comment arriver à s'écouter les uns les autres? Comment arriver à poser des questions? Comment arriver finalement progressivement aussi à utiliser ce qu'on appelle l'analogie, une pensée d'analogie? Comment réussir à argumenter et non pas à dire c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Argumenter, discerner, imaginer quand on est coincé et résister à la tentation de toujours vouloir répondre. Une réponse. Apprendre à répondre avec des questions. Et si c'était ça? Et si on pouvait faire comme ça? Et si on pouvait faire comme ça? On peut dire c'est ça. Ça, ce sont des habiletés mentales. Et lorsque les enfants, au fur et à mesure, ça prend un certain temps, développent ces habiletés mentales, qu'on leur apprend ça, vient une troisième phase qui est importante, qui est la méditation. Avec des enfants en bas âge, bien sûr. Rien à voir avec la méditation que nous faisons. Il ne s'agit pas de contacter l'âme. Il s'agit simplement de faire des temps de silence. De se rendre compte que tant que je bavarde, tant que je place, tant que j'utilise mes habiletés mentales, etc., et que je blablate, etc., comme ça, comment voulez-vous entendre une idée qui cherche à se faire entendre? Comment voulez-vous que quelque chose puisse percevoir? Je ne peux pas. C'est pour ça qu'il faut se rendre compte que, et pour les adultes aussi, tant que je ne m'arrête pas, tant que je ne fais pas silence, même si je ne pratique aucune forme de méditation quelconque, mais tant que je ne fais pas silence, je ne peux pas recevoir d'idées nouvelles. C'est impossible. La place est occupée par mon petit blabla, ma sécrétion mentale, mes petites pensées habituelles. Donc, on donne, dès le départ, aux enfants, le goût de l'intériorité. C'est se concentrer sur le silence, c'est se concentrer sur l'écoute intérieure, comme si quelque chose allait être dit, comme s'ils allaient entendre. Mais on leur dit qu'il n'y a rien à entendre, mais c'est comme si. Voilà, faites comme si. Et gardez le silence le plus longtemps possible. Puis il vous vient des choses, mais ça revient. Oh, vous n'allez pas faire ça une demi-heure, mais si vous faites déjà ça 5 minutes, c'est énorme. C'est énorme. Comme disent les enseignements, le pli est pris. Et après, ils prennent l'habitude, quand ils ont quelque chose, etc., ils ne savent pas trop quoi faire, ils font silence. Ils s'intériorisent, parce qu'ils ont conçu qu'effectivement, c'était quelque chose qui est très important. En plus, ce que disent les animateurs, qui est important, c'est qu'il arrive assez fréquemment qu'au cours de ces séances de silence, ces séances de méditation, de concentration, des enfants voient ressortir certaines peurs, certaines angoisses, des inquiétudes, des choses qui reviennent, qui remontent comme ça, de choses qu'ils ont peut-être un peu enfouies, et qui, grâce au silence, grâce au fait de se poser, remontent comme ça à la surface. Et c'est génial, parce qu'à ce moment-là, on leur invite bien sûr à le dire, et c'est traité en groupe. Et donc, comment finalement, voilà, à partir d'une douleur, on remonte à la compréhension. Et voilà comment même les enfants à l'heure actuelle rejouent complètement cette histoire de développement du mental et de remontée verticale de l'intelligence. Parce que quand eux connaissent un mal-être, comme eux connaissent une difficulté, on en profite en groupe pour justement traiter ça. Et c'est pas l'animateur qui va traiter, c'est pas l'animateur qui va donner ses réponses, c'est tout le groupe, c'est l'ensemble des enfants. Et qui va dire, bah oui, ou bah moi aussi, ou de temps en temps, ou comme ceci. Et on va chercher à résoudre ça. Et c'est le groupe qui résout un petit peu le problème, qui donne des réponses. Et l'enfant se retrouve évidemment accepté, compris et soulagé par l'ensemble du groupe des enfants, pas par l'animateur. Et là, ils ont recréé à eux tout seuls comment finalement on peut comprendre sa douleur et comment on peut arriver à comprendre qu'il y a une cause plus fondamentale et qu'il ne faut pas non plus s'inquiéter ou prendre sur soi. Et enfin, quatrième phase, il est important à ce moment-là, eh bien, en s'écoutant, d'apprendre à reconstituer l'éléphant ensemble. En effet, dans ces ateliers, il ne s'agit pas du tout de favoriser tel ou tel enfant plus doué. Il ne s'agit pas de faire émerger quelqu'un qui va dire « Ouais, moi j'ai compris. Alors le thème qu'on traite, je vais vous dire, la pensée fondamentale, c'est ça. » Et puis l'animateur qui dit « Ah, bravo, votre petit camarade, il est très doué, oui, prenez modèle. » Non, ça certainement pas.
si l'animateur a quelque chose à dire, ce serait de dire « Ah oui, oui, ça c'est une partie d'éléphant. Alors qu'est-ce qu'il y a comme autre partie ?» Et d'arriver à construire une pensée de groupe. Il y a là un enseignement fondamental. En effet, le mental, il peut être tout à fait séparatiste, destructeur, orgueilleux, affirmatif. Couper les gens les uns des autres, parce qu'on se fait la guerre, parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Ou au contraire, il peut être l'occasion d'une fraternité et de réussir à construire quelque chose ensemble. Il a les deux côtés, et nous vivons toujours ces deux côtés. Eh bien, dans cette philosophie pour enfants, on apprend justement non pas à faire émerger une pensée, mais au contraire à faire émerger une pensée de groupe, et à faire que le mental soit véritablement un facteur de fraternité, et non pas un facteur de séparation. Voilà ce qui est proposé pour les enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose d'éminemment sympathique. Alors, quand on voit ça, on a de l'espoir. Parce qu'on se dit, avec les adultes, c'est pas facile, hein, avec les adultes de sortir. Les adultes qui restent complètement dans la sphère du concret, qui ont du mal à remonter, bon, ben voilà. Ben, les enfants, peut-être qu'ils vont émerger autre chose. Puis on se dit, ben, les adultes, ils vont bientôt tous mourir. Tranquille. Donc, on va avoir une autre génération avec des gens qui, finalement, vont faire émerger quelque chose, donc qui sera peut-être d'un autre ordre, avec une autre façon de penser. Parce que les profs qui acceptent de jouer disent aux animateurs, mais dites donc, vous nous les avez changés, les enfants, là. Mais ils ne sont plus du tout les mêmes. Ah non, maintenant, ils discutent de tout. Ils interrogent tout. Bon, nous allons faire le programme, les enfants. Ah oui, mais pourquoi ce programme? Parce que ce programme... Ah ben non, mais ça pourrait être un autre. On pourrait imaginer... Comme ça, on pourrait imaginer, mais il n'y a pas à imaginer. Ah ouais. On arrête de faire des moutons, on en fait véritablement des humains. La philosophie à l'école. Vraiment quelque chose à soutenir complètement et à intégrer partout. Je vous disais, on pourrait faire la même chose pour les adultes. Oui. On pourrait faire exactement la même chose pour les adultes et ce serait vraiment quelque chose de super de faire ça aussi pour les adultes. On pourrait simplement ajouter quelques éléments pour les adultes. Par exemple, il faudrait ajouter pour les adultes que le processus de désintoxication, le processus qui consiste à se déshabituer progressivement de tous nos réflexes, il est beaucoup plus long. Il est beaucoup plus dur. Parce qu'on a tellement dessus, on a tellement d'appris, on a tellement de théories, on a tellement de choses qui sont là, qu'on a tellement de mal à s'en débarrasser. Comme disait Krishnamurti, se libérer du connu. Puis on a toujours envie de répondre et de montrer qu'on sait, et de montrer qu'on a la bonne réponse. Et puis, ah ouais, je sais, monsieur. Apprendre à désapprendre complètement, se désintoxiquer complètement de ce mental concret. C'est beaucoup plus long qu'avec les enfants qui, eux, comprennent rapidement le twist, et comme ils n'ont pas beaucoup de connaissances, ça va assez vite. Pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, comme je vous le disais, alors se déshabituer du confort qui consiste simplement à remonter le long de la ligne verticale de l'intelligence pour passer d'une cause, passer d'un effet qu'on ressent ici en bas à une cause qu'on perçoit ici peut-être, mais qui reste complètement dans le monde concret. Nous sommes extrêmement satisfaits quand on reste simplement dans le monde causal. Et ce n'est pas forcément les débats que vous allez voir à la télévision qui vont vous expliquer ça. On va vous expliquer, mais pourquoi il y a la guerre en Syrie, et pourquoi la crise économique, et pourquoi. Et à chaque fois, vous remontez à des causes physiques. Personne ne remonte à des causes abstraites. Personne, absolument personne. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut entièrement développer. Et si vous-même, vous essayez dans un débat de dire, c'est peut-être à cause de la cristallisation du rayon 6, bon, il ne faut pas le dire comme ça. Hein. Mais vous dites quelque chose d'un petit peu abstrait, on va vous dire, non mais attends, mais c'est délirant ce que tu dis. Enfin, comment quelque chose d'aussi abstrait peut avoir un impact? Enfin, ça n'a rien à voir, comme vous voulez. Donc on peut voir combien effectivement c'est assez difficile d'arriver à remonter ce point-là. On n'en est pas encore là, on est extraordinairement satisfait de ce point. Par contre, les habiletés mentales, ça aussi, nous, il faudrait vraiment qu'on les développe. Apprendre à conceptualiser, apprendre à globaliser. Regardez combien les gens confondent complètement généraliser et globaliser. Dans un débat, quelqu'un dit « moi, je sais, parce que alors, moi, ce qui m'est arrivé, je vais vous raconter, par rapport au sujet, il m'est arrivé ça, ça, ça et ça. » Voilà. Et je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes que je connais. Donc, si ça m'est arrivé à moi et quelques-uns, donc c'est ça. Voilà. Si c'est à moi, c'est à tout le monde. C'est une loi. Voilà comment je généralise à partir d'un cas particulier. Non. Ça, c'est pas globaliser. Globaliser, c'est remonter à partir de cas et remonter beaucoup plus haut pour retrouver l'idée abstraite. C'est pas généraliser mon cas particulier. Mais souvent, on ne sait pas conceptualiser, on ne sait pas remonter. On se perd souvent dans les détails, on se perd dans les petites histoires, on se perd complètement justement dans le monde concret, du mental concret.
Ah bah, c'est bien, hein, le mental concret. C'est vrai que c'est sûr que quand on remonte ici à ce niveau-là, on a tous des solutions. C'est vrai que par rapport au monde, si on veut des solutions pratiques, si on veut des solutions techniques, on peut les avoir. Mais ce n'est pas ça qui va changer le monde. Ça rend service momentanément, c'est des pansements, mais ça ne guérit pas fondamentalement. Ça ne nous permet pas de remonter complètement à d'autres choses. Et puis naturellement, bah, pour les adultes, la méditation. La méditation, se poser, se rendre compte que tant qu'on ne le fait pas, les idées ne peuvent pas nous venir. Alors quelquefois on est découragé parce que ça fait 1 an que je médite et je ne peux pas dire que j'ai eu une seule idée nouvelle qui m'est venue. Mais c'est un groupe. Nous sommes un groupe d'âmes et nous méditons tous ensemble. Et c'est l'humanité qui bénéficie de notre méditation. Et si les idées ne transitent pas par moi parce que mon mental n'est encore pas tout à fait bien formé, il va transiter par d'autres. Mais j'aurai au moins contribué à cette réception. On ne médite pas pour nous. Mais si nous-mêmes, dans notre vie, nous voulons vraiment d'autres choses, voire s'instaurer de nouvelles idées, faisons le silence tout le temps, régulièrement. Sinon, ce n'est pas la peine. Il n'y aura rien. Systématiquement, les idées nouvelles, elles rebondissent. On n'arrive pas du tout à percevoir ce qu'ils cherchent à se dire. Et ça ne va pas. Dans notre méditation, il y a une phrase qui peut être intéressante, c'est que là aussi, nous, on peut poser des questions. Mais le mental pose des questions, mais n'y répond pas. Dans votre méditation, vous pouvez dire, et si c'était ça? Et que pensez de ça? C'est votre mental qui pose la question. Mais ne lui permettez aucune réponse. La réponse, elle viendra à un moment donné, sous une forme ou sous une autre, quand vous vous y attendez pas. Rarement en méditation, à des moments comme ça, où vous parlez, où vous discutez, tiens, quelque chose d'un peu inédit, que tiens, c'est intéressant cette idée. Voilà, c'est des choses qui peuvent venir à d'autres moments. Mais donc, soyez dans votre méditation en posant des questions, mais en y répondant surtout pas. Et puis enfin, la 4e phase, s'écouter les uns les autres. Ah, ça, s'écouter les uns les autres. Se rendre compte que quand il y a des divergences sur une idée, c'est tout simplement parce qu'on a chacun un petit bout de l'éléphant et qu'il va falloir reconstituer l'éléphant. Se rendre compte qu'il va falloir remonter. C'est pas facile de reconstituer l'éléphant parce que c'est pas une addition de choses. C'est va demander effectivement de remonter pour voir quel est le point d'où s'originent absolument toutes les différences. C'est vrai qu'à partir de ce point-là, il peut y avoir ici tout à fait de nombreuses différences qui peuvent exister. Mais forcément, le point est là. Et il faut remonter, et c'est ça qui n'est pas évident. Et comment est-ce qu'on peut réussir tous ensemble à s'écouter, à vraiment s'écouter, à se rendre compte que ce qui est intéressant, c'est de développer une pensée de groupe. On a toujours tort d'avoir raison tout seul. On a toujours tort de vouloir avoir raison tout seul. Ce qui est important, c'est le groupe. Ce qui est important, c'est quand on avance tous ensemble. Même si apparemment le groupe, il n'avance pas aussi vite que peut-être vous avez perçu des choses qui sont beaucoup plus pointues. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui fait avancer l'ensemble. L'humanité avance ensemble. L'humanité est une chaîne. Et on dit que la chaîne a tout simplement la force de son maillon le plus faible. Il faut absolument qu'on avance ensemble. Ça ne sert à rien de développer un super maillon absolument invincible si partout les autres maillons sont tous beaucoup plus faibles. Faisons avancer l'ensemble et c'est ensemble que nous devons véritablement le faire. Ça, c'est vraiment ce processus important qui doit présider tout ce processus de pensée. Alors à partir de là, si on commence progressivement à remonter à l'idée qui se trouve là, on peut aller plus loin. Avec les enfants, on ne peut pas. Avec les adultes, on peut commencer à faire. On peut arriver à remonter à ce qu'on appelle le 7e sens. Le 7e sens, c'est l'intuition. L'intuition, ça n'a rien à voir avec le mot tel qu'on l'utilise habituellement dans notre quotidien. Quand on l'utilise, j'ai l'intuition de ceci, de cela, c'est simplement une sensibilité. Non, l'intuition, là, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin, qui est au-delà du mental. C'est quelque chose qui est une connaissance directe, par identification à l'idée. C'est une connaissance directe. On pourrait dire que, parce que beaucoup de scientifiques ont décrit ce processus, souvent c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des idées géniales, ils décrivent le long processus qui consiste à remonter le long de la ligne jusqu'à approcher progressivement l'idée. Ils y vont par petits pas. Ça peut leur prendre des années. Et ils arrivent à un moment donné, quand ils sont très proches, ils comprennent l'idée. Ils comprennent son sens. Mais vous voyez, il y a toujours dualité. Il y a celui qui comprend, puis il y a l'idée. Il y a moi, il y a l'idée. Je comprends l'idée. Il n'y a pas d'unité. Puis à un moment donné, à force de se rapprocher, il y a une fusion. Il y a un flash. Ça dure généralement 1 millième de seconde.
Et dans ce millième de seconde, ils comprennent tout. Ils comprennent, enfin, tout de la portion d'idées qu'ils ont. D'un seul coup, ça leur fait, c'est une espèce d'évidence. C'est quelque chose qui est un flash, c'est quelque chose qui est en eux. C'est ce qu'on appelle un eureka, hein, selon Archimède. Eureka! D'un seul coup, ils ont compris la chose. Parce que la dualité entre eux et l'idée a cessé. Naturellement, c'est un haut développement mental. C'est parce que justement, on a bien appris à développer et à remonter comme ça qu'on peut avoir ce genre de choses. Ça, c'est pas du tout à la portée des enfants. Même pour les adultes, c'est pas du tout facile. Est-ce que pour ça, pour autant, on peut dire, et s'il faut le mettre, bon, bah, plus tard, dans une autre vie, j'arriverai à l'intuition, mais là, aujourd'hui, non, non. Ça peut nous arriver. Ça nous est peut-être déjà arrivé, parce qu'il ne faut pas mettre tout de suite la grande intuition qui bouleverse une vie. Non. Qu'est-ce que ça donne quand on a un éclair d'intuition? Quand on a un petit éclair d'intuition, même sur une petite idée, c'est quelque chose qui nous fait un effet durable. Souvent, on le décrit en disant « Ah, quand j'ai réalisé ça !» Mais à un moment donné, pourtant, c'est une idée que je connaissais. Hein. C'est une idée que j'avais déjà entendue souvent. C'est une idée que Et un jour, je l'ai tellement réalisée en moi, mais ça m'a fait un effet. Ouf! Ça s'est imposé à moi comme ça. Et c'est quelque chose dont on se souvient. Et c'est quelque chose qu'on ne peut plus laisser de côté, qui fait maintenant partie de ma vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez la vie des chercheurs, philosophes, scientifiques, écrivains, etc., ce sont souvent des gens qui ont eu un petit éclair d'intuition sur un sujet. Et pour eux, c'est tellement important, ça bouleverse tellement leur vie, que souvent, le reste de leur vie, ils le construisent sur ce petit éclair d'intuition. On peut arriver à repérer chez tous les philosophes, ou chez certains scientifiques, bon, c'est plus évident, mais chez les philosophes, à un moment donné, ils ont senti ça. Ça devient ce qu'on pourrait appeler leur dada. Finalement, c'est ça qu'ils ont perçu. Et après, ils ne cessent que de l'avoir, à l'exploiter, à le montrer aux autres. Dire, si vous pouviez remonter, le comprendre comme je l'ai compris, ils l'enseignent, ils le montrent, ils en tirent toutes les conséquences. On va dire, mais c'est dommage, ils pourraient peut-être se consacrer à trouver un autre point d'intuition. Ah ben, certains le font. Certains laissent un moment, et puis un autre point d'intuition. Mais c'est intéressant de voir que beaucoup restent sur ce point d'intuition qui a bouleversé leur vie et dont ils espèrent que finalement, ça sera d'un grand apport pour l'humanité dans son ensemble. Et c'est comme ça que finalement, on se rend compte que nous-mêmes, il faut que nous ayons toujours ça dans nos objectifs. N'ayons pas le mental abstrait comme objectif. Le mental abstrait, sa véritable destination, c'est d'arriver sur ce point où on fait un avec l'idée. On est tellement en union avec l'idée que ça produit quelque chose en nous, justement, de l'ordre de « Eureka, mais j'ai compris quelque chose de ça ». Voilà, c'est quelque chose qui laisse trace, parce que la dualité a cessé, ne serait-ce qu'un minuscule moment. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est profondément inscrit en nous. Voilà donc le travail que nous avons à faire par rapport à ce septième sens et d'aller plus loin donc dans la recherche de l'idée. Alors on pourrait dire, maintenant qu'on a l'idée, maintenant qu'on a l'origine, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là qu'enfin on pourrait dire la pensée va se développer. Qu'est-ce que ça va être que la pensée? Eh bien la véritable pensée, tous les autres qu'on a définis avant n'étant que finalement des accessoires qui nous mènent à cela. La véritable pensée, c'est ce qui va relier l'idée au monde des formes. C'est ce qui va relier l'idée aux autres. C'est ce qui va relier l'idée au monde, à la société, aux gens. C'est ce qui va faire que cette idée, elle va pouvoir s'exprimer. C'est ce qui fait qu'une idée comme ça, elle a un potentiel absolument énorme. Et comment, à partir de ce potentiel, je vais pouvoir vraiment le décrire. Et là, on change complètement de niveau. Parce que si je suis passé dans le monde abstrait, eh bien, à partir de ce monde-là, c'est plus moi qui pense, ma personnalité. C'est plus mon émotionnel qui se sert de mon mental. C'est l'âme qui pense. C'est pour ça que dans les enseignements, l'âme, elle est appelée le penseur, avec un P majuscule. C'est le principe de la pensée. L'âme en nous, qu'on en ait conscience ou pas du tout, qu'on croit en l'âme ou qu'on n'y croit pas du tout, c'est ce qui impulse en nous le principe de la pensée supérieure. Je ne parle pas de celui qui fait son marché, hein, je ne parle pas de celui qui programme ses vacances. Mais à partir du moment où on est remonté sur une idée et que ça endure en nous, qu'est-ce qu'on peut en penser de cette idée? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence dans ma vie? Cette pensée, elle est impulsée par l'âme. Et ça a des conséquences énormes. Parce que vous savez certainement que nous sommes tous une âme d'un rayon différent. Il y a 7 rayons d'âme. Autrement dit, il y a 7 qualités d'âme fondamentales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et que naturellement, cette qualité d'âme, eh bien, elle va donner à notre recherche et à notre pensée une coloration bien particulière. Prenons un exemple. Nous avons compris quelque chose de l'amour. Bon.
Donc on est parti justement sur cette notion d'amour. Et quelqu'un nous dit, alors, qu'est-ce que tu penses de l'amour? Si jamais vous n'avez pas fait le travail, hein, vous n'avez pas fait le travail de remontée, que vous êtes simplement là au niveau de la sphère inférieure, ce que je pense de l'amour, c'est une bonne question. Bah, c'est bien, j'en pense que du bien. C'est agréable, c'est bon, ça ne dure pas toujours, c'est sympa, voilà, c'est ce qui devrait dominer le monde, mais ça ne domine pas le monde. Bref, les banalités usuelles sans aucun intérêt. Ça, c'est pas vraiment de la pensée. Si vous êtes remonté beaucoup plus haut, vous avez certainement perçu quelque chose du monde de l'unité. Mais selon que vous êtes une âme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous n'allez pas en dire la même chose, par exemple. Vous demandez à une âme rayon 1, volonté puissance, alors, qu'est-ce que tu penses de l'amour, puisque tu as connecté quelque peu l'amour? Il va vous répondre, ben moi, ce que j'en pense et ce que je voudrais développer dans ma pensée, c'est la loi d'attraction-répulsion et c'est la loi de cohésion. Bon, et je pense très fort qu'en affirmant ces deux lois, progressivement dans l'humanité, on mettra fin au séparatisme. D'accord. Pensée de rayon 1. Vous adressez un rayon 2, amour-sagesse, alors qu'est-ce que tu penses de l'amour? Quelle est la pensée que tu développes par rapport à ça? Il peut vous dire, bah, pour moi, ce qui est important, c'est la conscience, avec un C majuscule, c'est l'âme. La qualité fondamentale de l'âme, c'est l'amour. Tout est amour. Et il faut comprendre que même notre système d'évolution en tant qu'âme, c'est l'amour. Et on doit tous vivre l'amour, qui n'est pas un sentiment, bien sûr, mais vraiment une relation d'unité et d'interrelation globale. Et que nous devons tous chercher à développer cette interrelation entre tous les humains et tout ce qui vit sur Terre. L'interrelation des consciences. Bien. Et toi, rayon 3, intelligence créatrice? Eh bien, j'ai écouté le discours des deux autres, c'est très intéressant, mais moi, c'est pas du tout ça qui me cause avec l'amour. Alors la conscience, là, la conscience du rayon 2, ça ne me parle pas du tout. Non, moi, par contre, ce qui me parle, dans cette notion d'unité de l'amour, c'est vraiment l'unité des lois. Quand vous vous rendez compte que finalement, on réussit scientifiquement à expliquer le monde tel qu'il fonctionne grâce à 4 lois. La loi de gravitation, la loi d'électromagnétisme, d'interaction forte et d'interaction faible. Avec ces 4 lois, dont on sait parfaitement qu'elles n'en font qu'une, on explique tout le fonctionnement de l'univers. Ça, pour moi, c'est l'unité. Et je comprends l'unité comme ça, et il serait temps que les humains s'en aperçoivent et mettent ça en œuvre. Si mon rayon 3 est un peu moins scientifique, par exemple, qui s'occupe d'écologie, moi, ce qui est important, c'est de se rendre compte combien l'amour, c'est la fonction la plus intelligente pour vivre sur Terre. Il faut qu'on se rende compte qu'on n'est pas séparés des uns des autres et qu'il est absolument urgent, si on veut sauver la planète Terre, d'arriver à travailler ensemble et à voir comment nous allons tous avoir des comportements intelligents pour tenir compte de cette unité. Sinon, on va droit à la catastrophe. Mais moi, la conscience, ça ne me parle pas trop, mais voilà, je parle d'intelligence. Une âme 4, harmonie par le conflit, vous dira, ben moi, ce qui est important, c'est de voir combien cet amour, ça a toujours existé. Et qu'à travers toutes les manifestations de l'humanité, à travers toutes les manifestations de partout, de tous les règnes, on va retrouver finalement des bribes de cet amour. C'est comme un grand puzzle que je voudrais essayer de reconstituer pour montrer que dans toutes les civilisations, à tous les niveaux, même quelquefois sur ce qui apparaît comme étant contraire à l'amour, la haine, derrière la haine, il y a de l'amour, puisque c'est quand même tenir compte de l'autre, prendre en compte l'autre. Et donc je voudrais montrer combien, à travers toutes les civilisations, à travers tous les temps, le passé et le présent, l'amour est. Et toi, rayon 5, rayon de la science concrète? Eh bien, moi, je trouve ça fantastique, cette idée d'unité, effectivement, scientifique, le fait que tout est un. Je crois que ça s'explique, ça se démontre. Et ce que je voudrais maintenant, c'est inventer des méthodes qui permettent maintenant d'appliquer cet amour. Si effectivement nous sommes tous fondamentalement un, il faut absolument qu'on invente maintenant des méthodes pédagogiques, on en parlait, des méthodes thérapeutiques, des méthodes économiques. Il faut qu'on invente vraiment des nouvelles choses. Donc le rayon 5 est avant tout un inventeur. Il faut tout réinventer. Il nous faut réinventer une civilisation autour de l'unité. Et toi, rayon 6, idéalisme? Alors moi qui ai touché l'amour, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est important maintenant, c'est que tout le monde ait cet idéal d'amour. Ce que je dis à tout le monde, c'est croyez en l'amour, développez l'amour, soyez vraiment des rayonnants d'amour. Il faut que vous soyez tous des idéalistes, que vous croyez en Dieu ou pas, d'ailleurs, peu importe, mais que vous ayez des idéaux et que vous ne soyez pas des tièdes et que vous dites oui, moi je crois à l'amour. Montrez-le dans votre vie que vous croyez à ça. Ah, mais c'est quelqu'un qui rallume le feu. Hein. Bon, ça ne vous convient pas forcément, hein, mais...
Et toi, rayon 7? Bien, moi, ce que je voudrais montrer une chose, c'est que généralement, on parle de l'amour comme quelque chose qui existe dans la sphère supérieure et pas dans la sphère intérieure. Moi, je ne comprends pas cette histoire de l'amour qui existe uniquement dans la sphère supérieure. Pour moi, l'amour, c'est forcément esprit-matière. Je ne peux pas séparer l'esprit de la matière. Je ne peux pas séparer le haut du bas. Je ne peux pas séparer justement au sein de cette verticalité. Et donc, moi, c'est une version d'amour qui est très particulière. C'est que si on vit quelque chose à un certain niveau en haut, forcément, il faut vivre la correspondance en bas. Il doit y avoir absolument une cohérence entre les deux points et avancer comme ça. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire concrètement dans le monde? Comment on va changer l'agriculture? Comment on va changer les choses? Comment on va changer les pratiques dans le monde? C'est ça qui m'intéresse, c'est que l'amour est là, l'unité est là. Eh bien, démontrons-le vraiment dans une pratique tout à fait physique et concrète. Cette version complètement différente de l'amour, et j'ai fait vite parce qu'on pourrait évidemment développer beaucoup plus, simplement pour vous montrer que quand on croit qu'on a tout compris d'une idée, il faut se rendre compte que notre rayon d'âme lui-même est une limitation. Aussi content qu'on soit d'avoir compris une idée, il faut se rendre compte que nous sommes toujours qu'un septième de l'idée. Parce que notre rayon d'âme nous limite. Nous ne sommes donc qu'un septième de l'idée. Et donc vouloir prétendre avoir l'entièreté de l'idée, c'est complètement une illusion totale. Et c'est là qu'on voit combien le travail de groupe est important. Et là aussi, à ce niveau-là, vous voyez comment une pensée de groupe peut se développer à partir de l'individu. Comment le monde de la pensée, c'est comment, quand on a touché une certaine idée, cette pensée peut inonder ensuite le monde concret, mais selon 7 lignes différentes. Un véritable arc-en-ciel dont on a besoin des 7 lumières. On a besoin de tous ces aspects-là pour pouvoir recréer quelque chose, l'entièreté de l'idée. Et là, on voit à nouveau combien l'histoire de l'éléphant est fondamentale, même du point de vue de l'âme. On pourrait même dire, même du point de vue individuel. Par exemple, ou du point de vue individuel, du point de vue de chaque rayon. Par exemple, si à l'intérieur d'un rayon quelconque, on a l'impression que oui, moi je suis un rayon 2, mais il me semble qu'à l'intérieur du rayon 2, j'ai quand même bien compris l'entièreté de l'idée. Certainement pas. Je n'ai aussi qu'un petit bout de l'éléphant. Et donc comprendre que même à l'intérieur de ce sous-groupe de rayon 2, il faut travailler ensemble. C'est uniquement ensemble qu'on peut réussir à reconstituer la globalité. Sinon, on n'a toujours qu'un petit bout, qu'un petit morceau. Et c'est là il faut comprendre à quel point est importante cette loi de l'éléphant. Tiens, la loi de l'éléphant. Ah ouais, en fait, et si c'était une loi? Et voilà comment on fait pour trouver une loi. On est parti d'une idée, d'une histoire. On est parti d'une histoire. Petite histoire, comme ça. Puis on s'est aperçu oui, tiens, c'est logique, comme ça, sur un plan tout à fait concret, la reconstitution d'éléphants. Et puis on s'est aperçu finalement en remontant que c'était très important, même par rapport aux enfants, pour que le mental cesse de séparer, mais que le mental soit véritablement unificateur. Et puis on s'aperçoit que finalement, mais même du point de vue de l'âme, mais s'il y a 7 rayons, s'il y a 7 modes de pensée en tant qu'âme, c'est qu'effectivement il y a 7 approches différentes, et qu'il faut les 7 pour reconstituer la lumière blanche. Et puis on s'aperçoit que même à l'intérieur d'un rayon lui-même, c'est pareil. Donc on va retrouver que c'est partout pareil. Mais finalement, c'est vraiment une loi. Alors, c'est une petite loi, hein. C'est certainement une fractale d'une idée encore plus grande, elle-même d'une grande idée, et puis de la loi d'amour. Mais c'est certainement une petite idée. Et si j'approche ça, si je me dis, tiens, ça c'est une loi, et je trouve particulièrement intéressant cette histoire-là, et plus je la comprends, et plus je peux voir à quel point ça a des développements. Vous voyez, le monde de la pensée, c'est de se rendre compte qu'à partir d'une petite loi comme ça, tout ce qu'on peut en faire dans la vie, si on suit la logique de cette histoire, c'est incroyable. Et là, la loi de l'éléphant, on pourrait dire, elle peut être comprise différemment, de 7 manières différentes, et puis 7 applications différentes. Et c'est extraordinairement vaste. À nous de voir comment nous pouvons régulièrement remonter comme ça à certaines explications, à certaines idées, de manière à pouvoir faire complètement avancer les choses. C'est comme ça, vous voyez, qu'on peut arriver à comprendre l'importance du mental. Après, il y a la mise en mots, qui n'est pas simple. Parce que les mots, ils appartiennent au mental concret. Les mots, ils sont complètement dans ce monde-là. Et donc, quand il s'agit de redescendre une idée, de retranscrire une idée à travers des mots, c'est pas simple. On en a tous fait l'expérience. Quand on a vécu quelque chose en méditation, quand on commence à avoir une idée et que c'est pas encore très très précis, en parler. Et c'est pour ça qu'il est souvent recommandé d'écrire quand on n'a pas l'occasion d'en parler. Écrivez toujours en fin de méditation ce qui vous vient parce que c'est un entraînement. Sinon, toute idée qui a commencé un petit peu à descendre, si vous ne la mettez pas en mots, elle se disperse et vous la perdez.
le fait de s'obliger à la mettre en mots, même si c'est difficile, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui est très important à travers justement le fait d'écrire. Même si c'est quelques mots, si c'est quelque chose, même si c'est pas parfait, mais écrivez-la pour la fixer, pour vous entraîner à ce que progressivement, ce qui appartient au monde de l'idée, à travers votre pensée, descende jusqu'aux mots. Naturellement, on sait très bien que les mots, la plupart du temps, on dit que ça sert beaucoup plus à voiler la vérité qu'à la révéler. Mais en réalité, c'est vrai qu'à nous de nous entraîner, si on n'en reste pas à la lettre du mot, à se servir des mots pour faire passer les choses. Sinon, les idées, elles ne descendent pas jusqu'au bout, les formes pensées, elles ne descendent pas jusqu'au bout, et elles ne changent rien. Or, le but, si on a trouvé une idée, c'est de pouvoir changer les choses. Et d'où l'importance du travail en groupe, d'adultes. C'est de méditer ensemble et d'échanger ensemble, et de parler ensemble, et de voir qu'est-ce qui se dit. Alors, quelquefois, c'est vrai que là encore, quand on est un groupe d'adultes, qu'est-ce que je vais dire? Ah, j'ai lu dans un bouquin qui est très intéressant. On s'en fout. Ah, ben, alors personnellement, il y a un truc dont je suis persuadé. Non, mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme bribe? Qu'est-ce qu'on peut apporter quelque chose à l'ensemble? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme étant mon expérience de l'éléphant? Ah bah mon expérience de l'éléphant, bah mon expérience. Et comment on peut se construire quelque chose comme ça ensemble qui tend à reconstituer quelque chose qui est une pensée d'ensemble, une pensée de groupe. Et qui est forcément beaucoup plus riche et beaucoup plus importante pour l'ensemble de l'humanité qu'une seule pensée individuelle. Qui forcément, parce qu'elle est individuelle, sépare, crée des barrières. On retrouve l'arrogance du mental. Mental, arrogant ou fraternel? Individuel ou en groupe? Et c'est ce qui vous arrive quelquefois lors de nos conférences. C'est qu'il y a un temps de méditation qui va bientôt arriver là. Et à la fin de la méditation, on dit, bon alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Et quelquefois, rien. Pourquoi? Mais parce qu'on est conditionné. Combien de fois, après, en discutant avec des personnes, non mais moi, j'ai rien à dire parce que j'ai rien d'intelligent à dire, je n'y connais rien, pas... Mais on n'est pas là pour dire des choses soi-disant intelligentes. On n'est pas là pour répéter les livres. On est là pour dire qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Qu'est-ce qui est venu? Et on ne vous demande pas de le dire pour vous. Alors moi, il y a un truc qui est intéressant qui me... Non, non. C'est qu'est-ce qui a été dit, parce que à travers cette petite bribe de mots, même si c'est simplement un mot, eh bien vous ne savez pas l'effet que ça peut faire sur quelqu'un qui... Ouais, moi aussi. Mais moi, avec ceci, et que la personne peut rebondir, et quelqu'un peut encore rebondir, et encore rebondir, et se crée progressivement quelque chose d'ensemble. Apprendre à penser en groupe, c'est ce qu'on cherche à faire ensemble. C'est pas toujours facile, parce qu'il y a la timidité, parce qu'il y a tous nos conditionnements qu'on n'arrive pas à faire sauter. Et pourtant, c'est tellement important d'arriver à les faire sauter, ces conditionnements. Il y a se dire qu'il n'y a pas à répondre pour faire plaisir à Frédéric, en disant « Ah, j'ai bien compris la conférence, c'était super, merci beaucoup. » Non, c'est vraiment pour arriver à dire... Qu'est-ce que vous avez perçu? Ce petit mot que vous avez perçu, même s'il n'y en a qu'un. Et de se dire, mais qu'est-ce qu'on construit ensemble? C'est là qu'il est important de comprendre vraiment la pensée globale, et pas le fait de simplement comprendre tout seul dans son coin. Voilà l'importance du plan mental, vous voyez, dans le domaine de l'éducation, pour les enfants, pour nous-mêmes. C'est vraiment une clé d'avenir. Et à travers cette clé d'avenir, c'est vrai que si on éduque les enfants, les adultes, à la relativité de nos sensations, à la relativité de nos compréhensions. Si on les éduque à la joie du partage, à la joie de découvrir, de chercher ensemble et de parler ensemble, de construire des pensées ensemble, alors effectivement, on pourra révéler progressivement notre véritable fraternité, notre souffle fraternel, et non pas notre séparation d'idées qui se bagarrent tout le temps. Eh bien, je vous propose une méditation.